Salut les amis, bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous avec notre ami Jacob Cohen comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Cohen, vous allez bien, vous êtes bien remis? Oui, oui, ça va. Oui, merci. Bon bah très bien. Alors les amis, on va commencer ce soir cette émission exceptionnelle, du moins exceptionnelle, habituelle le vendredi, avec l'hommage à Gilles Devers qui nous a quittés cette semaine. Donc l'avocat qui était donc qui avait combattu pendant des années pour la cause, qui avait défendu pardon la cause bien sûr palestinienne et bien sûr la cause sahraoui. Donc Monsieur Cohen, vous connaissiez bien ce personnage, cet avocat? Bon, je le suivais, hein, enfin, je me demande même si j'avais pas eu un jour, mais j'ai pas un souvenir exact, si on ne s'était pas retrouvés sur une émission ensemble et on avait partagé nos points de vue, je me souviens pas vraiment. J'ai un vague souvenir comme ça, mais peut-être, je me souviens pas. Non, ce que je voulais dire, j'ai rendu hommage d'ailleurs dans mon interview Algérie 54. Bon, on ne peut pas faire autrement, c'est un grand bonhomme. C'était un grand bonhomme qui a consacré beaucoup d'énergie, sa vie, etc., à la défense de causes justes et légitimes. Il s'est beaucoup battu pour défendre la cause de la Palestine au sein des organisations internationales. Il a défendu aussi, il avait obtenu une décision importante de la Cour européenne sur le Sahara. Et bon, malheureusement, vous voyez, ce genre de personnages sont trop minoritaires. Voilà. Bon, c'était un avocat. Vous savez, en France, il y a 80 000 avocats, à peu près, hein. Juste pour vous donner une idée, combien se sont mobilisés au moment du Covid et de la vaccination? Même pas 1%. Même pas 1%. C'est vous dire à quel point il y a vraiment, on peut vraiment se poser des questions sur l'esprit humain de résistance ou de défense de la liberté. Parce que les avocats, ce sont quand même les gens qui défendent la liberté, le droit, etc. Et donc, voilà, c'était un homme isolé, enfin isolé, peut-être pas tellement, mais enfin, ultra minoritaire. Bon, vous connaissiez peut-être mes réserves. Ce n'est pas sur le fond, voilà, malheureusement. Vous savez, la semaine dernière, au moment où la décision de la CPI a été adoptée, j'ai développé une idée que je venais d'avoir comme ça, euh, que la décision de la CPI n'est pas suffisante en soi. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est en train d'être attaquée. D'ailleurs, j'ai reçu un message sur Facebook, sur Messenger. Quelqu'un m'a dit, vous aviez raison de lancer un appel pour constituer un fonds de 100 millions de dollars pour défendre la décision de la CPI et l'illustrer, etc., parce que le lobby sioniste est en train de contre-attaquer. Et d'ailleurs, vous voyez bien la contre-attaque, hein. Regardez par exemple la France, etc. Et les autres pays, bon, ils disent du bout des lèvres, on arrêtera Netanyahou, enfin, mais aujourd'hui, les Sayanim sont à l'œuvre pour démonter cette condamnation. C'est de l'antisémitisme, c'est un État démocratique, on ne peut pas le mettre au même niveau qu'eux, etc. Et donc, euh, moi, autant par exemple, je défends les procédures judiciaires ou juridiques, bien sûr, il ne faut pas les négliger, mais elles sont insuffisantes. Elles ne mènent à rien. Si par exemple, si on a l'impression d'avoir remporté une victoire, par exemple la CIJ, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations unies, la CPI, ce sont des victoires théoriques. Voilà, malheureusement, théoriques. Parce que
le monde n'est pas organisé comme une société interne. En France, une décision du tribunal n'est pas théorique parce qu'il y a la force pour la faire appliquer. Au droit international, non. Vous pouvez avoir toutes les décisions que vous voulez, elles ne serviront à rien s'il n'y a pas une force capable ou s'il n'y a pas une action de propagande capable d'inverser la vapeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça sert pas à grand-chose d'avoir. C'est un outil, c'est une base. Mais ce qu'il faudrait faire, enfin bon, moi en tout cas je lance l'idée. J'ai lancé l'idée la semaine dernière, c'est de faire une action enfin j'aime pas le terme de propagande après tout, enfin je veux dire, mais de promotion il y a une expression qui dit défense et illustration. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression qu'on étudiait au lycée, défense et illustration de la littérature, de tel auteur, etc. Défense et illustration de la décision, de la condamnation d'Israël, etc. Et donc, il y a des vidéos, il y a des extraits, il y a des discours, etc. Et c'est comme ça, parce que le combat, c'est quoi? Vous avez vu cette dernière année, le combat, c'est l'information. Donc, il faut être capable de mener, et c'est pas, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Les sionistes, ils sont organisés depuis 70 ans. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas à la hauteur. Enfin, eux, ils contrôlent quasiment tout. Et donc, voilà, il faut se préparer, c'est tout. C'est-à-dire, il faut lancer des assises, chacun doit s'organiser. Peut-être on arrivera à mobiliser des capitaux plus importants ou de sensibiliser. Regardez par exemple, comment elle s'appelle, aux États-Unis, il y a une dame qui s'appelle Adelson. C'est la veuve d'un homme d'affaires juif qui est très proche de Netanyahou. Et ils ont créé un journal qui s'appelle, en Israël, qui s'appelle un journal gratuit, Israël Hayom, qui est pratiquement aujourd'hui devenu un journal de qualité, évidemment, enfin de très bonne qualité, très haute tenue, des journalistes réputés, etc., et qui est devenu quasiment le premier journal en Israël. Ce n'est pas parce qu'il est gratuit, mais parce qu'il est bon. Voilà. Et cette Adelson, elle a donné 100 millions de dollars à Trump pendant la campagne. 100 millions, cadeau. Voilà. Enfin, cadeau. Et donc, on se demandait qu'est-ce qu'elle a obtenu en échange. Et on voit bien les nominations, toutes les personnes, le futur ambassadeur, le futur conseiller aux affaires du Moyen-Orient, etc., la plupart sont juives et ultra-sionistes. Et donc, voilà pourquoi est-ce que le monde arabe manque d'argent? Non. Et donc, je ne sais pas, je voudrais que les gens, et même sans avoir beaucoup d'argent, on peut mener, il y a le monde arabe et surtout la Palestine a des dossiers qu'elle peut faire avancer, notamment par exemple la détention administrative. Combien de fois je l'ai dit, etc. Donc, il ne faut pas dormir sur les lauriers et se dire la CPI, c'est bien. C'est bien, et c'est ça ce que j'aurais voulu dire de manière, comment dire, polie. D'ailleurs, j'essaie parfois de faire passer le message à Maître Devers par l'intermédiaire de Wally. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une décision juridique ou judiciaire en sa faveur, mais elle n'est pas suffisante. C'est ça le drame. Parce que dans les relations internationales, il faut la force, il faut l'intelligence, il faut le harcèlement, il faut beaucoup de qualités dont les sionistes disposent et utilisent, mais que malheureusement, de notre côté, nous ne savons pas utiliser. Voilà, bon, Maître Devers est parti, c'est dommage, ça va laisser un vide. Il y aura probablement d'autres personnes qui prendront le relais, d'autres avocats, probablement, enfin on ne les connaît pas, enfin, ou moi je ne les connais pas, qui travaillent dans l'ombre, etc. Et voilà, il faut juste
essayer de s'unir et de mener des actions concrètes et efficaces. Voilà ce que je voulais dire à propos de cette disparition qui, quand j'ai appris il y a 2, 3 jours, quand même, ça m'a beaucoup attristé. Voilà. Effectivement, bah, c'est pour ça qu'on lui rend hommage, parce qu'il avait quand même fédéré un collectif d'une centaine d'avocats pour justement la cause palestinienne. Et puis, bon, on sait que c'était un infirmier qui s'était formé, qui était devenu donc juriste. Et en plus de ces causes-là, sahraouis, palestiniennes et tout ça, il luttait aussi contre les discriminations et les injustices. Donc, Ouais. voilà, c'est une bonne personne qui nous a Ah quittés, oui, oui. paix à son âme, et on espère que d'autres prendront le relais et que la lutte continuera Oui. face au sionisme international. Alors, Monsieur Cohen, vu qu'on est sur Oui. on va faire on va faire la petite transition. On va aller sur justement bah, la décision de la CPI concernant Netanyahou et les réactions là qui a eu lieu. Et on voit qu'en France, il aura donc normalement une immunité diplomatique. Il pourra donc venir sur le. Exactement. Et alors, je ne sais pas si ce sont des rumeurs, mais d'après ce que j'ai pu lire ou que j'ai pu comprendre, que Israël ne voulait pas de la France, parce que la France et l'Amérique ont participé enfin, à l'organisation de la trêve au Liban. Et Israël n'a pas voulu de la France et a exigé que si la France voulait participer à l'organisation du cessez-le-feu ou de la trêve, et donc paraître comme un pays qui a encore son mot à dire, il fallait qu'il dise il fallait qu'il prononce l'immunité concernant Netanyahou. Voilà. En tout cas, ce n'est pas officiel, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et de toute façon, et donc, il lui a envoyé son immunité. D'ailleurs, on dit que il est possible que Netanyahou vienne en France faire du shopping avec sa femme, ce qui serait une humiliation terrible pour la France. Enfin, euh, une provocation J'ai énorme. envie de dire, Monsieur Cohen, c'est la mode en ce moment de faire venir faire du shopping à Paris. Exactement, oui, 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 c'est très couru, oui. Je sais pas, les soldes n'ont pas encore commencé pourtant, non? Mais enfin, je crois que les personnes qui viennent faire du shopping en France n'ont pas besoin de profiter des soldes. Voilà. Je pense qu'elles ont des comptes en manque très nourris Bien et garni, ouais. que bien garnis. Et quand ils rentrent dans un magasin, ils achètent les Rolex par dizaines, les sacs Vuitton par vingtaine et ainsi de suite. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de soldes. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà. Ce que j'ai compris. Et même, enfin, j'ai vu une vidéo qui est vraiment humiliante, hein, sur I24 News, où il y avait une espèce de journaliste israélien francophone avec une kippa de colon. Vous savez, enfin bon, peut-être vous ne faites pas la différence, mais il y a des kippotes, vous savez ce que les religieux mettent sur la tête. Il y a un type de kippa qui montre qu'on est un colon. Voilà. C'est Alors, pas juste pour c'est pas le rebondir, religieux, c'est juste pas pour le rebondir, religieux. Oui, voilà, ben, d'accord, mais allez-y. juste pour rebondir sur ce que vous dites, hein, je l'ai vu Oui, cette vidéo, justement, vous l'avez partagée sur votre fil Telegram, oui, 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 oui. et moi, ça me surprend, parce que si demain, on invite quelqu'un qui vient en djellaba, quelle serait la réaction sur un plateau télé? Ah oui, mais il y a une différence quand même. Il y a un qui fait partie du peuple élu, donc Ah d'accord, intouchable. d'accord, ok, Ah c'est vrai. bah non, quand même, quand même. Alors, il y a les indigènes. Oh, les indigènes, quand même, enfin, on va pas les mettre sur un pied d'égalité. Le peuple élu, quand même. Attendez, ils ont un totem d'immunité perpétuelle. D'ailleurs, comme j'ai écrit à propos d'Armand, l'acteur qui Gérard avait Darmon. apporté, voilà, qui avait apporté tout son soutien à Israël, etc. Il y a une dizaine de femmes qui ont
je ne sais pas, enfin, dit qu'il les avait agressés, etc. Mais à mon avis, vous saviez que, est-ce que vous connaissez Frédéric Aziza? Alors, Oui. Frédéric Aziza est un journaliste de la chaîne LCP et de Radio J. Et c'est quelqu'un de très, très agressif, très hargneux. Quand il reçoit des députés, il les met quasiment, il les met au pied du mur. Oui, mais dites-moi ceci, dites-moi cela, etc. Et il y a 2, 3 ans, quand la mode était vous savez, aux révélations MeToo, il y avait une journaliste qui l'avait, comment dire, euh, qui s'était plainte, qui avait déposé une plainte contre lui pour harcèlement à la chaîne parlementaire. Eh bien, figurez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous pensez qu'il advint? Eh bien, c'était la journaliste, Cato, évidemment, enfin, qui a été éjectée de la chaîne parlementaire. Voyons, on ne va pas mettre à la porte un Frédéric Aziza quand même. Donc, voilà la différence, c'est qu'il y a les peuples élus qui a sa place, plus que sa place, et puis il y a les indigènes à qui on donne des strapontins et qui doivent être respectueux et ne pas dire des gros mots, etc. Voilà. Et donc, ce type sur la chaîne, il avait dit carrément, enfin, je veux dire, avec une suffisance digne vraiment de ces gens, voilà, ben, la France s'est couchée. Enfin, c'est horrible quand même. La France est traînée comme ça, un grand pays, enfin, c'est atroce, voilà. Eh oui, alors il y a quelqu'un qui est avec nous, je vais peut-être lui donner la parole sur YouTube. Bonsoir. Son Votre, micro, là. ouais, votre micro. Ah, bon, bah, il est reparti. C'est pas grave, il y a dû avoir un souci. Comme d'habitude, les amis, je vous invite, hein, celles et ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à faire la demande ou sur TikTok ou sur les autres plateformes. D'ailleurs, j'ai quelqu'un avec moi. Lausanne, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Et là, j'ai Laïla qui est avec nous. Bonsoir. Salam alaikum. Alaykoum salam. On vous en... Salam. Oui, on vous entend. Voilà. Alors, je voulais juste dire c'est-à-dire la question. Alors, les sionistes, chaque fois, ça fait des années, ils jouent toujours les victimes, ils jouent trouvent toujours des prétextes comme quoi c'est des victimes. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, des pays qui marchent avec nous dans ce piège. Et là, c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord, monsieur Open. Les gens, ils commencent à comprendre, c'est-à-dire c'est vraiment la comédie, le cinéma qui joue tout le temps. Voilà, c'est juste une question un truc qui me. Ok, on t'entend pas très bien, il y a du bruit derrière toi, mais Monsieur Cohen t'a entendu, il va peut-être réagir à ce que vous avez dit. Merci. Non, mais c'est pas une question et tout, c'est juste un truc, une remarque. Parce que tout le temps, ça fait des années qu'ils jouent avec ce réseau, ce créneau. Et une fois que jamais condamné, jamais ça, et ils sortent toujours leur truc, leur comédie pour le tout. Très bien, merci à toi. Merci à toi, Laïla. De rien. Ils ont trouvé un joker, hein. C'est l'Holocauste ou la Shoah. Donc, malheureusement, regardez par exemple, si je fais le parallèle, est-ce qu'il n'y a jamais eu des documentaires sur la Nakba palestinienne? Est-ce qu'il y a des conférences? Est-ce qu'il y a une journée commémorative? Voilà, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que les sionistes défendent leur cause. Très bien, ok, bien ou mal, enfin la question n'est pas là. Ce que je veux dire, je veux prendre le problème autrement. Voilà.
c'est que d'un côté, vous avez des gens sionistes qui remettent, ils savent, ils tapent sur le clou de la Shoah. Ça fait 80 ans qu'ils tapent dessus. Et même là, aujourd'hui, il y avait par exemple France 3, encore un documentaire concernant la Shoah, etc. Donc, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Alors que de l'autre côté, malheureusement, on ne sait pas, comment dire, on ne sait pas utiliser les dossiers qu'on a. Voilà. Et donc, j'aurais voulu que les gens, enfin, que les militants tentent, par exemple, prennent un dossier en main et s'organisent avec d'autres associations, créent un fonds commun ou des convergences pour mener des combats, etc. Voilà, il faut apprendre à lutter, mais ensemble, voilà, et rationnellement, et avec méthode, et avec persévérance. Voilà ce que. Maintenant, ceci dit, vous savez, il faut faire. Quand on distingue le peuple et les dirigeants, il ne faut pas croire, les dirigeants savent tout aussi. Ce n'est pas le problème. Les dirigeants égyptiens, vous croyez que, quand je dis les dirigeants, ça veut dire toute l'élite, les militaires, les hommes d'affaires, etc. Ils savent tout ça. Mais, ou les autres, les Jordaniens, etc. Mais malheureusement, enfin pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas développer ici, ou que j'ai déjà développées, malheureusement, ces dirigeants ne sont pas en mesure de résister à la pression américaine ou à la pression israélienne, etc. Voilà, c'est ça le problème aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire concernant cette rumeur d'immunité là de Netanyahou, est-ce qu'il y a un lien avec l'éventuel cessez-le-feu au Liban? Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, en fait, le lien, c'est que la France et les États-Unis sont les parrains de ce cessez-le-feu. Or, la place de la France n'était pas du tout acquise. C'est-à-dire que, alors que la France a, historiquement parlant, un intérêt colossal à défendre le Liban. D'ailleurs, le Liban était toujours considéré comme une chasse gardée, une terre d'influence, etc. La langue française et tout. Et Macron ne pouvait pas, s'il n'avait pas été, si on l'avait si on l'avait exclu de la négociation, ça veut dire que, bon, dégage, tu n'as aucun intérêt, on n'a rien à faire de ce que tu penses de ton poids, etc. Or, les Israéliens, c'est ça aussi, ils lui ont posé une condition terrible. Enfin, en tout cas, d'après ce qu'on peut tirer, parce qu'il n'y a rien eu d'officiel, évidemment. Donc, ils lui ont dit, voilà, si tu veux, te présenter comme quelqu'un qui a aidé à la négociation, ce qui donne quand même un poids diplomatique à la France, eh bien, il faut que tu déclares ou il faut que tu acceptes que Netanyahou bénéficie d'une immunité. Et donc, il l'a fait. Bon, évidemment, le reste, c'est une question. Vous savez, les diplomates peuvent tourner comme ils veulent, n'importe quoi. Ils peuvent vous démontrer qu'à minuit, il est midi. Ça veut dire, dans la montre, il est 12 heures et il fait nuit. Et les diplomates peuvent vous dire, non, non, il fait jour et c'est midi, etc. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer avec les mots, avec les notions. Et donc, parce que quand si on applique le même raisonnement, Netanyahou se trouve sur le même plan que Poutine en termes vis-à-vis de la CPI. C'est-à-dire, la Russie n'a pas reconnu la juridiction de la CPI comme Israël, et donc pour Poutine, la question ne se pose même pas. On aimerait tellement lui passer les menottes, alors que Netanyahou, on cherche par tous les moyens
enfin, vous savez, ce sont des arguties. Malheureusement, Maître Devers n'est pas là, qui aurait peut-être développé là-dessus des arguties juridiques. Ça veut dire des faux prétextes. Voilà. Et donc, on a sorti des arguties juridiques pour sortir Netanyahou de l'impasse. Pas son ministre de la Défense, mais Netanyahou. Voilà. Mais c'est artificiel. Mais enfin, voilà le lien entre l'immunité de Netanyahou et le cessez-le-feu au Liban. Très bien, merci. Lausanne, je t'en prie. Merci une fois de plus de nous permettre d'assister à vos lives. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par la première. Oui. Savoir si, face à ce qui se passe en termes de barbarie, le sionisme qui a finalement libéré toute son expression, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un affaiblissement de l'argument qui visait à disqualifier tous les interlocuteurs ou contradicteurs en les taxant d'antisémites? Est-ce que vous pensez que cet argument-là est devenu faible, voire caduque aujourd'hui? Pas du tout, parce que en fait, l'argument, c'est quoi un argument? L'argument, il n'a de force que par celui qui le porte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si quand les sionistes contrôlent les médias, enfin, en grande partie des médias, contrôlent une grande partie de la classe politique, du moins en Occident, ben, ils peuvent imposer l'idée que c'est de l'antisémitisme. Et donc, même si vous n'êtes pas d'accord, même si c'est faux, même si cela vous paraît faux, même si cela n'a rien à voir, eux, ils ont la possibilité d'appliquer l'idée que c'est de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est quelque chose qui marche très bien en ce moment. Par exemple, aux États-Unis, c'est presque, enfin, c'est hallucinant. La notion d'antisémitisme va servir à quasiment brimer une grande partie d'expressions anti-israéliennes. Et d'ailleurs, dans plusieurs États, plusieurs pays, et peut-être même en France, à un moment donné, ça viendra, c'est qu'on va assimiler l'antisionisme à de l'antisémitisme. La décision de la CPI est jugée comme antisémite. Évidemment, c'est complètement ridicule. Mais la différence, c'est que les sionistes, ils ont le pouvoir de la faire admettre, de l'imposer. C'est ça la différence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, bien sûr, pour vous, pour moi, c'est pas du tout de l'antisémitisme, c'est ridicule même. Mais eux, ils ont le pouvoir de la faire passer, de faire passer cette idée. Lorsqu'ils contrôlent 80% des médias ou 90%, eh ben, qui vont répéter oui, c'est de l'antisémitisme, la décision, etc. Et c'est ça le problème, c'est que le rapport de force, il est en leur faveur. Et donc, si ce rapport de force qui est en leur faveur, il peut imposer, ce n'est pas une question de rationalité ou d'évidence. Ce qui vous paraît rationnel et évident à vos yeux, pour les autres, ils n'en ont rien à fiche, ils ont le pouvoir. Voilà, ils vous disent ça c'est de l'antisémitisme. Et point barre. Voilà. Et vous fermez votre gueule. Point barre. C'est ça la différence. Enfin, je ne sais pas si. J'espère que vous avez saisi la nuance. Face à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah, est-ce que ce sentiment de culpabilité fonctionne toujours aujourd'hui, notamment en Occident et en Europe en particulier? Évidemment. Qui sont en train de développer sur le territoire palestinien. Pardon? Reprends du début, parce que je n'avais pas le micro ouvert. Alors, je disais justement, sachant qu'ils ont pendant de nombreuses années capitalisé sur le sentiment de culpabilité, oui, notamment occidentaux, et par rapport à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah, est-ce qu'en ayant dévoilé leur barbarie et tout ce qui se passe depuis 13 voire 14 mois aujourd'hui en Palestine, ça ne rend pas cet argument d'antisémitisme ou de culpabilité, à défaut de casser ou d'être capable de trouver la parade face à cet argument de l'antisémitisme,
est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ne sont plus aujourd'hui en mesure de capitaliser sur le sentiment de culpabilité des Européens, par exemple? Non, ils sont toujours. Quelle serait la parade face à cette technique d'invoquer toujours l'antisémitisme face à tout contradicteur? Non, ils sont toujours en mesure parce qu'ils sont en position de force. Donc, ils l'imposent. C'est ça la différence. Ce n'est pas une question de logique ou de véracité ou de rationalité. Donc, vous savez, par exemple, comme ils contrôlent les médias, chaque semaine, il y a 2-3 documentaires sur la Shoah. Donc, ils finissent par, voilà, ils tapent sur le clou de la Shoah. Et d'ailleurs, il y a un argument, je ne sais pas si vous l'avez entendu de la bouche de Netanyahou, qui avait dit: comment peut-on accuser un peuple victime d'un génocide de commettre un génocide? C'est extraordinaire, enfin, mais je veux dire, c'est du Talmud. Vous savez, c'est du raisonnement talmudique. Ça n'a pas de sens. Mais comme il parle en terrain conquis, donc il peut se le permettre. Et il a des médias et des gouvernements en Occident qui répercutent ce discours et qui interdisent l'autre discours. Si vous avez le malheur de prétendre le contraire, eh bien, vous serez poursuivi par la justice. Et donc, moi, je ne vois pas, pour le moment en tout cas, de renversement de tendance. C'est-à-dire que cet argument, et d'ailleurs, la barbarie dont vous parlez, et que je partage bien sûr, mais pour le reste, c'est un état de légitime défense, c'est le déni. Et donc, voilà, bon, et à partir du moment où ils ont, je regrette de devoir encore répéter cet argument, ils ont le pouvoir d'imposer leur idée et de la défendre avec la police et la justice. Même si les gens n'y croient pas, ils sont obligés de fermer leur gueule. Parce que si vous dites, vous savez, j'ai publié aujourd'hui ou hier une vidéo de maître, comment il s'appelle, de Castelnau, bon, où il parlait d'un homme, un retraité de 86 ans. Vous imaginez un retraité de 86 ans qui avait publié sur Facebook juste cette phrase: ce qui s'est passé le 7 octobre n'est que la réponse de l'opprimé vis-à-vis de l'agresseur. Enfin, je ne reproduis pas en termes exacts, mais c'est à peu près ça. Un syndicaliste retraité de 86 ans. Il a été convoqué par le procureur qui lui a mis le marché en main. Il lui a dit: ou tu reconnais l'apologie du terrorisme et on va te donner, mettons, 3 mois avec sursis, ou bien tu passes devant un tribunal et tu seras condamné à la prison ferme. Est-ce que vous imaginez la violence qu'on a exercée vis-à-vis de cet homme? Donc, on a affaire. Donc, ce n'est pas une question. Vous posez les questions sur la base de la logique et de la rationalité. Or, dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la réalité, il y a un pouvoir qui est cynique, qui est génocidaire, qui est tout ce que vous voulez, mais qui a des relais, des alliés, des complices au sein des sociétés occidentales, et il réussit à imposer son narratif. Voilà. Attitude, mais justement par rapport à ces médias mainstream qu'il contrôlerait, vous savez, je pense que ce type de médias est un peu has-been, ou en tout cas en perte de vitesse. Quelle est l'armée des Sayanim au niveau de ce qu'on peut appeler les réseaux sociaux? Voilà, au niveau des réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'il y a une cellule spécifique dédiée à cela, dédiée à faire de la propagande ou à éteindre tout mouvement considéré de leur part comme subversif? Bon, d'abord, ils doivent avoir, mettons, imaginons Facebook.
le chef de Facebook, Zuckerberg, il a rencontré plusieurs fois Netanyahou. Zuckerberg est un juif. Il a rencontré plusieurs fois Netanyahou. Bon, donc, on peut juger sans trop de difficultés que Zuckerberg, il a envie de... Et d'ailleurs, essayer de poster. Moi, je n'ose plus d'ailleurs poster quoi que ce soit sur Facebook. Même le terme sioniste, j'évite. Même le terme, le mot. Dès s'il y a un post avec le terme sioniste, j'évite. Donc, imaginez en Californie le nombre de juifs qui habitent et qui occupent des places importantes. Alors, Facebook, Google, avant c'était Twitter, etc. Bon, imaginez, d'abord, ils ont deux manières d'agir, les sionistes. Une, par des Américains qui sont à l'intérieur de ces sociétés-là. J'ai cité Zuckerberg, mais enfin, je ne les connais pas, l'état-major de Instagram ou l'état-major enfin, je ne sais pas, de Twitter, etc. Enfin, avant Twitter, de Google et tout. Et donc, ils ont tous ces centaines, ces milliers de personnes qui travaillent, soit comme ingénieurs, soit comme financiers, soit comme relations publiques, soit comme des RH, etc. Il doit y avoir des centaines et des centaines de juifs qui sont recrutés comme Sayani. D'une part. Deuxièmement, le Mossad a des sections particulières en Israël, des centaines d'agents qui se consacrent au combat contre contre les opposants où qu'ils se trouvent. Donc, ils ont des moyens de les découvrir, de les harceler, etc., etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à présent, les réseaux sociaux sont en majorité, enfin, dans les grandes lignes, sont quand même favorables à Israël. Alors justement, M. Cohen, pour continuer dans ce sens, il y a le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a fustigé donc la franco-maroco-sioniste Audrey Azoulay. Oui. En l'accusant de complicité dans la guerre médiatique contre la Russie. Oui, Audrey Azoulay. Hein. Oui, la directrice de l'UNESCO. C'est ça, voilà. Est-ce que vous savez que Audrey Azoulay, c'est la fille d'André Azoulay, le conseiller du roi? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, effectivement, c'est voilà une pièce maîtresse du sionisme. Vous imaginez, moi je suis très content, je ne connaissais pas cette déclaration de Lavrov, je suis très content qu'il l'ait faite parce que voilà, c'est ça le pouvoir des Sayanim. Voilà un exemple concret. Vous savez que cette Audrey Azoulay, elle était une collaboratrice très proche de Bernard-Henri Lévy, de BHL, dans le centre du cinéma, sur le Centre national du cinéma. Elle a été conseillère culturelle à l'Élysée avant de devenir secrétaire générale de l'UNESCO. Donc, imaginez le pouvoir de cette femme et toute l'action qu'elle peut mener en faveur d'Israël, sous couvert, enfin en faisant semblant d'être neutre, etc. Alors, imaginez les milliers, les dizaines de milliers de Sayanim qui travaillent comme ça. Et voilà, leur force vient de là, c'est qu'ils ont des éléments introduits qui agissent dans l'intérêt d'Israël. Pour eux, leur patrie, c'est Israël. Voilà. Oui, je le rappelle, donc Audrey Azoulay et Bernard-Henri Lévy faisaient partie de la délégation Macron quand ils sont partis au Maroc. Ah oui, d'accord. Voilà. Et elle était d'ailleurs, enfin, elle a eu des responsabilités au Centre national du cinéma dans la commission d'attribution d'avance sur recette. C'est-à-dire, quand on veut faire un film, vous savez que BHL a présidé cette commission pendant 20 ans. Ça veut dire que quand on veut faire un film, on s'adresse à lui, on lui dit, voilà, j'ai envie de faire un film, est-ce que vous pouvez m'avancer l'argent?
Ben, si c'est un film qui… Par exemple, Dieudonné a voulu faire un film sur l'esclavage en 2000, il lui a refusé l'argent. Parce qu'il ne voulait pas de concurrence victimaire. Voilà. Exactement. Alors, dans le chat, j'ai quelqu'un qui voudrait poser une question. Alors, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien. Je vous ai mis le lien un peu plus haut dans les commentaires. Vous remontez, vous avez un lien StreamYard. Vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de venir intervenir avec nous. Sinon, vous mettez votre question dans le chat et on la posera à M. Cohen. On va continuer parce qu'on avance dans l'émission. M. Cohen, on va aller sur le cas Boualem Sansal. Oui. Et donc, cette arrestation à l'aéroport d'Alger, et je crois qu'il a été mis en mandat de dépôt, et donc qui a suscité énormément de réactions dans les médias en France. Ah oui, là, les Français, ils ont enfin une cause, hein, parce que ils ont fermé, enfin, quand je dis les Français, c'est-à-dire les médias, ceux qui parlent de liberté, etc. Bon, sur le Covid, ils ont été obligés de fermer leur gueule. Sur Israël, ils ont été obligés de se taire et de répéter des conneries et tout. Et là, ils peuvent enfin libérer leurs paroles et parler de liberté, etc., que c'est inadmissible et tout. Et enfin, toute l'extrême droite, évidemment, tous les médias judéo-sionistes, comme Causeur, comme le CRIF, etc., même les médias israéliens, ils ont été unanimes à demander la liberté. Et d'ailleurs, j'ai parlé de mon interview sur Algérie 54. Vous savez qui est l'avocat de Boualem Sansal? C'est François Zimré, qui a été désigné par Gallimard. Donc déjà, c'est un avocat très, très connu, très important, qui était un député socialiste, qui est un juif, qui est un Sayan, un grand défenseur d'Israël. Et François, d'ailleurs, ça va leur coûter pas mal d'argent. Et François Zimré, il n'est pas très connu dans le public, mais c'est quelqu'un qui agit énormément pour la défense d'Israël. Quand il a été député européen, tous les 3 mois, il a emmené un groupe de députés européens en Israël pour leur montrer la réalité israélienne, etc. Enfin bref, c'est vraiment un agent très actif du Mossad. Voilà. Et donc, évidemment, tout le monde tout le monde, c'est-à-dire toute la droite, tous les islamophobes, je ne sais pas si on peut dire les agérophobes, enfin en tout cas, tous ceux qui ont une dent contre l'Algérie ont enfin trouvé une occasion merveilleuse de taper sur ce pays qui ne respecte rien, enfin, qui est revenu à l'état de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est juste hallucinant. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'écoute, moi j'aime bien écouter comme ça de temps en temps les radios courtoisie le matin, la ligne droite, c'est devenu quasiment presque, c'est écœurant, presque chaque jour, on passe une demi-heure à défendre ce type qui n'aurait rien fait, qui était juste un intellectuel, que certains d'ailleurs, un site d'extrême droite, j'ai oublié lequel, je crois que c'était Riposte laïque, qu'il avait comparé à Solzhenitsyn, c'est excusez du peu, Solzhenitsyn, alors qu'il a été fabriqué ce type. C'est-à-dire que c'était comme il s'est mis sous la protection de BHL, de la communauté juive, qu'il est devenu, qui tape sur l'islam. Lui, il est encore pire que les islamophobes français. Parce que pour lui, un musulman, c'est déjà suspect. Même si on est intégré, etc. Rien que musulman, c'est déjà terrible pour lui. Et donc, c'est un bonheur pour le lobby, parce que une voix comme ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont, mais enfin, ils sont montés au créneau de manière absolument c'est remarquable. Ils ne se sont pas indignés pour le massacre en Palestine, mais pour l'arrestation de Boualem Sansal. Oui, voilà, parce que même s'ils avaient voulu s'indigner, ils n'auraient pas pu.
Parce qu'attention, là, c'est le peuple élu, on ne peut pas. Mais par contre, là, comme c'est un Algérien, donc on peut vraiment, quand il a été arrêté par l'Algérie, donc on peut y aller, on risque rien, au contraire. Mais bon. Un Algérien qui a eu la nationalité française il y a une année. C'est ça, voilà. Oui. Bon, ben, il a été. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, attention, ce type-là n'a pas été arrêté pour des prunes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a quand même tenté de saper l'unité nationale, l'intégrité territoriale du pays, parce qu'il avait déclaré officiellement, enfin, dans une vidéo, etc., que, que l'Algérie a, enfin, je ne sais pas exactement les termes, mais disons que l'Algérie aurait récupéré des territoires qui auraient appartenu au Maroc, dont l'Oran, l'Oranais, etc. Voilà. Et donc, lui, il était pour que le régime marocain, d'ailleurs qu'il admire beaucoup, et, donc, bon, c'est quand même une atteinte à l'intégrité territoriale du pays. C'est pas, on l'a pas arrêté pour ses déclarations sur l'islam ou quelque chose comme ça. Très bien. Alors, j'ai Chérif qui est avec nous sur YouTube. Je vais voir si ça fonctionne. On va lui donner la parole. Alors, Chérif. Ah, Bonsoir, vous m'entendez? oui, bonsoir. Bonsoir. On vous entend. Oui, donc bonsoir Monsieur Cohen. J'avais une question très simple en fait. Quel est selon vous l'avenir de la population de Gaza dans les 6 mois? Ben, je donne pas cher de leur avenir parce que comment dire, l'intention d'Israël elle est claire, elle est limpide. Elle veut, bon, comme ils ne sont pas arrivés à les chasser en octobre 2023, ils espéraient que l'Égypte allait ouvrir ses frontières et chasser les 2 millions, et ça serait fait comme ça, voilà. Mais comme l'Égypte n'a pas ouvert ses frontières, au moins ça, c'est déjà à mettre à son crédit. Et donc, ils ont détruit toutes les infrastructures qui permettraient une vie de cette population. Donc déjà, c'est une population très précarisée, qui ne peut pas être soignée, qui ne mange pas à sa faim, qui boit de l'eau non potable. Bref, une population qui est vraiment qui meurt à petit feu, enfin, par maladie ou le froid, etc. Et donc, par exemple, il y a une déclaration d'un ministre récemment, d'un ministre israélien, qui avait dit qu'il espérait que d'ici quelques mois, la moitié de la population de Gaza sera partie volontairement. Enfin, voilà. Et donc, l'intention d'Israël, elle est absolument inébranlable et claire. Faire partir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon, ils ne veulent pas le faire. Enfin, comment dire, ils tuent chaque jour et ils créent les conditions pour que les Gazaouis meurent par centaines, déjà par maladie, etc. Mais leur objectif est clair. Il a été proclamé, il est poursuivi avec détermination et cruauté. C'est débarrasser du maximum de personnes qui vivent à Gaza. Voilà. Et donc, à mon avis, cette population, malheureusement, et je ne vois pas qui pourrait la sauver. Voilà, ça le drame. Je ne vois pas. Voilà. Je ne vois pas d'État, d'organisation, etc., qui peut faire pression sur Israël pour qu'il arrête, pour qu'il permette au moins à ceux qui sont en vie de survivre normalement, enfin de survivre. Voilà. Même ça, ils ne peuvent pas. La bande de Gaza est divisée en 3 zones qui ne permettent pas de déplacement. Et donc, c'est un étouffement progressif et violent. Et
Et malheureusement, je ne vois pas ce qui pourrait la sauver. Voilà. C'est-à-dire cette population est condamnée à terme à disparaître d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, je vais revenir sur le cas Sansal parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce qui se passe là. C'est que euh, il y a une forme d'ingérence dans les décisions de l'Algérie concernant Sansal. Oui, L'Algérie ne s'est pas permise à aucun moment de s'ingérer dans les affaires de la France quand il y a eu condamnation contre le joueur algérien Yassine Attal pour un tweet à l'époque. oui, Il avait été condamné et oui, d'ailleurs oui. il a dû quitter le territoire pour aller jouer à l'étranger. Donc moi, je ne comprends pas cette réaction démesurée d'une décision d'arrêter comment dire, Sansal pour des raisons qui concernent l'Algérie. Il a enfreint les règles du pays. Là, il y a des lois à respecter dans ce pays. Il se rend dans ce territoire. Il est arrêté. Je ne comprends pas pourquoi la France s'insurge comme ça. Mais parce que. Non, non, mais enfin, c'est très logique. On a. Enfin, certains secteurs de la société française ont un contentieux avec l'Algérie. Voilà. D'abord, il y a les nostalgiques de l'Algérie française, il y a ceux qui ne supportent pas que l'Algérie mène une politique indépendante, euh, qui le rappellent, ils ne supportent pas que l'Algérie le rappelle un passé colonial, qui l'Algérie ne veut pas rentrer dans le rang, et donc ils ont une dent contre l'Algérie. Voilà. Et en plus, comme ils ont de la sympathie pour le Maroc, bon, ça les arrange, disons, ça les aide à avoir une certaine, comment dire, un certain mépris pour l'Algérie. Voilà. Donc, ils ont un compte à régler. Bon, une fois qu'on a un compte à régler avec quelqu'un, avec un pays, eh ben, on profite d'une occasion comme celle-là, par exemple, où il y a la liberté, écrivain, 75 ans, etc., pour mener une campagne absolument démente, euh, totalement disproportionnée par rapport aux faits, etc. Parce que, effectivement, en France, si on devait. Combien de personnes ont été mises en examen et incarcérées parce qu'ils ont fait un tweet pour la paix en Palestine, bien sûr. Mais voilà, c'est ça. On nage dans la politique politicienne proprement dite. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un compte à régler avec un pays et donc, eh ben, on lance les chiens contre ce pays. On a trouvé une occasion. Eh ben, on va faire en sorte que ça devienne une, une affaire d'État colossale. Voilà, c'est Alors, aussi simple que ça. il y a même un spécialiste là que j'ai vu, spécialiste des échanges commerciaux, moi c'est un journaliste hein, qui s'est renseigné sur les échanges commerciaux entre les deux pays. Il a appelé sur la chaîne de, je crois, bah, c'était LCI avec Pujadas. Il a appelé carrément à interrompre les relations, à taper du poing sur la table et d'interrompre les relations diplomatiques et commerciales avec l'Algérie. Bon, mais voilà, parce que c'est la surenchère. C'est-à-dire que, en fait, comment ça se passe avec les médias? Bon, les médias français, 90% des médias obéissent à un maître d'œuvre, voilà, au patron. Bon, on l'a vu dans le Covid, la vaccination, Israël. Et donc, on leur a dit, allez-y, on lâche les chiens sur l'Algérie. Allez-y. Et donc, chacun veut apporter son. Voilà, chacun veut faire un peu plus que le voisin. Donc, celui-là, alors que c'est complètement. Enfin, c'est contraire aux intérêts même de la France de couper les liens économiques. Donc, mais il faut se montrer, chacun veut montrer que oui, 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 il faut rompre les relations diplomatiques, il faut rompre les relations. Et donc, en fait, c'est une surenchère qui est complètement idiote, mais qui répond parfaitement à un système de médias qui a décidé de mettre le paquet sur cette question. Voilà.
Très bien. Alors, Dahia, si tu avais une question à M. Cohen, ou sinon je passe la parole à Gilles. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Comme ça, bonsoir. Moi, tout simple par rapport à ce qu'il a dit, j'aurais voulu savoir, vu que lui, il a été intimement lié au territoire marocain, qu'est-ce qui fait sa spécificité pour qu'il puisse affirmer que ils ont une énorme sympathie pour les Israéliens et Israël, tout simplement. Je parle du territoire marocain, du royaume du Maroc. Allez, on va leur concéder ce titre honorifique. Je n'ai pas très bien compris la question. Wally, est-ce que vous pouvez me la répéter ou est-ce qu'il peut la répéter? Dahia, essaye d'être plus précis dans ta question, s'il te plaît. Je n'ai pas très bien saisi. Ce que vous avez dit oui, là-bas, ils ont énormément de sympathie pour eux, donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui fait cette spécificité du territoire marocain par rapport à tout le reste de l'Afrique, pour ne pas dire que du Maghreb. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient aussi bien là-bas et honnis chez les autres? Parce que, je tiens à préciser mon propos, quand on voit le discours pour la journée de la Palestine qui était hier, je crois, du discours du président algérien et le discours aussi qu'a tenu aujourd'hui le président tunisien, je pense que l'adjectif qui qualifierait mieux le contenu, ce serait de l'animosité qu'on a à leur égard. Donc, qu'est-ce qui explique cette énorme dichotomie du royaume du Maroc? Ok. Bon, ça remonte d'abord, le Maroc était un protectorat. Et c'était un protectorat qui avait une espèce, enfin, c'était un mariage presque, vous savez, Lyoté, il avait établi un protectorat très, pas vraiment violent. Donc, c'était une collaboration fructueuse, enfin, pas du tout sur un pied d'égalité. Hein. Enfin, pour ceux qui peuvent lire le roman La Rose des Sables de Henri de Monterland, c'est très instructif sur ce plan-là. Bon, bref. Et donc, le Maroc, par exemple, à l'indépendance, en 1955-56, il s'est montré très coopératif avec les colonisateurs, les ex-colonisateurs qui ont continué à coloniser d'ailleurs. L'Espagne, qui a continué à coloniser le Sahara, Ceuta et Melilla, etc. Et donc, la monarchie marocaine a participé, a collaboré avec la France pour mater des révolutionnaires marocains, des groupes révolutionnaires. Et donc, et après l'indépendance, le Maroc était devenu quasiment un chouchou, n'a jamais posé de problème à la France. C'est-à-dire que c'était vraiment le chouchou, l'ami. Hassan II était présenté comme un intellectuel. Bon, par exemple, vous savez, le livre Notre ami le roi de Gilles Perrault, qui a été écrit en 1990 et qui démontait le système monarchique, la dictature, le Tazmamart, la corruption, etc. Enfin, vraiment, mais c'était ça le système, c'est-à-dire, vous savez, la politique de la Mamounia, comme on l'appelait, c'est-à-dire Hassan II invitait des journalistes, des gens politiques, des industriels dans le magnifique hôtel de Marrakech, la Mamounia, et quand ils arrivaient, ils trouvaient des cadeaux, des Rolex, des bijoux, etc. Et donc tout ce système, il y a rarement eu un conflit entre le Maroc et la France. Le Maroc a toujours bénéficié, à part peut-être les communistes, mais vraiment d'une très grande sympathie de la classe politique, des médias. On a rarement critiqué le Maroc, voilà, parce que c'était un pays qu'on avait envie de ménager, de protéger. Voilà. Et donc, voilà. Et alors que l'Algérie, c'est le contraire. C'est-à-dire une guerre d'abord terrible, et puis une espèce, enfin un sentiment de vindicatif qui est resté. C'est-à-dire, en même temps, après 62, l'indépendance d'Algérie, c'était un pays qui s'est tourné vers le non-indignement, et donc le refus des ex-puissances coloniales, et qui a eu une attitude très, très nationaliste sur ses énergies. Et
Et donc, c'était devenu le pays avec lequel il fallait compter et en même temps qui ne facilitait pas les bons rapports. Les bons rapports, c'est-à-dire du bon, la France coloniale qui est protectrice, voilà, mais en même temps dans une position de soumission. Et donc, c'est ça aussi, c'est toute l'histoire, ça date des années 50, depuis les indépendances, qu'on a cette différence de traitement entre le Maroc et l'Algérie. En ajoutant à cela que le Maroc s'est toujours montré, même s'il n'a normalisé qu'il y a 2-3 ans ses relations avec Israël, mais il n'a jamais montré d'hostilité vis-à-vis d'Israël aussi. Et donc, c'est, ça rendait ce pays encore beaucoup plus sympathique vis-à-vis de l'establishment français. Donc tout ça fait que, puis en plus il a normalisé ses relations, et donc tout ça a fait que, disons, la classe politique française, quand je dis la classe politique au sens général, global, l'establishment, pour les politiques, les hommes d'affaires, les journalistes, etc., ont une tendance naturelle depuis des décennies à apprécier plus le Maroc que l'Algérie, voilà, à se trouver beaucoup plus en phase avec. Regardez par exemple au Maroc, il y a quelques années, il y a des journalistes qui ont été arrêtés, condamnés à des peines de prison très, très dures, 4 ans, 6 ans, etc. Donc, et juste parce qu'ils ont écrit des livres ou des articles qui n'ont pas plu au régime. On n'en a pas entendu parler en France, très peu. Et c'est, voilà, et donc, ça date des années, enfin, ça date depuis le protectorat, depuis la colonisation, ces différences de traitement, et ce qui explique aujourd'hui, il y a une sympathie naturelle vis-à-vis du Maroc et une hostilité tout aussi naturelle ou instinctive vis-à-vis de l'Algérie. Voilà. Allô? Oui, bonsoir Gilles. Oui, bonsoir à tous. Juste, je voulais faire une petite remarque à M. Cohen, de faire bien le distinguo entre une colonie de peuplement et un protectorat et une colonie d'exploitation. Puisque moi-même étant issu de peuples colonisés, nous savons très bien quelle est la différence entre une colonie de peuplement, par exemple l'Algérie. Il ne faut pas oublier que c'était un département français, au même titre que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Mais ça, c'était des colonies de peuplement. Alors que le Maroc était une colonie c'était un protectorat. Il n'avait pas le même statut. Mais là, n'est pas là. Mais c'est juste la Nouvelle-Calédonie, par exemple, la Calapie, c'était une colonie de peuplement. Ce n'était pas une colonie de colonisation. Donc, il y a une petite différence quand même qui fait que c'est beaucoup plus dur après pour dire au colonisateur de rentrer chez lui. Enfin, bon, bref, c'était pas le propos. Ma vraie question, monsieur Cohen, c'est concernant, il y a un certain monsieur Gérard Fauré, au Gérard Fort, qui parle souvent du Maroc en disant qu'il y a la lignée qui a été interrompue par le colonisateur ou le protecteur, et au niveau du roi Hassan II et Mohamed V ou Mohamed VI, l'un des successeurs serait en fait né d'une femme juive. Et selon lui, ça expliquerait pourquoi il y a une telle sympathie entre le Maroc et Israël. Je voulais votre avis sur la question. Alors, bon, ça, je l'ai entendu aussi, je lui laisse la responsabilité. Bon, il avait probablement, enfin, son père était très bien introduit, le père de Gérard Fauré était très bien introduit dans le palais royal, etc. Donc, il pouvait avoir des informations. Cela dit, il faut savoir qu'un roi au Maroc, il avait entre 50 et 100 épouses. C'est-à-dire que souvent, le roi, par exemple, il prenait une fille d'une tribu ou d'une famille comme épouse, comme un nombre numéro 32 dans son harem, pour créer un lien affectif avec telle tribu, par exemple, ou telle famille. Donc, c'est pas. À la limite, même s'il a eu une juive,
il se peut que, pourquoi pas, il aurait pris une juive ou deux, ça ne change rien à l'affaire. Maintenant, est-ce que, vous savez, je vais vous dire, c'est très difficile, mais maintenant, ça, peut-être qu'il avait ses entrées pour savoir. Hein. Jusqu'à une date récente, on ne connaissait pas vraiment comment dire, les femmes, les mères des princes et des princesses, etc., étaient quasiment inconnues. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas d'existence officielle. Et donc, c'était vraiment difficile de... bon, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Cela dit, je ne crois pas que, même si c'était vrai, je ne crois pas que ça soit... Disons que, vous savez, par exemple, on peut dire qu'il y avait effectivement, par exemple, le général Oufkir était très connu pour avoir des amis intimes juifs avec lesquels il jouait au poker, etc. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que si le régime avait de la sympathie pour les juifs marocains, il n'empêche que ces juifs marocains sont partis à 99,5%. Ça veut dire qu'on leur avait mis des bâtons dans les roues et qu'on ne les avait pas si bien protégés que ça, etc. Enfin bon, je ne vais pas aborder cette partie-là parce que malgré tout, même si on avait cette sympathie, disons, verbale, mais dans le fond, les Juifs ne l'avaient pas vécu comme tel, en tout cas. Voilà. Puisque ils ont préféré partir, je répète, à 99,5%. Et je peux vous dire, moi aussi, je suis parti avec ce sentiment-là. Donc, je pense que on embellit certaines choses, on en fait des légendes, alors qu'elles ne sont pas. Vous savez, la réalité n'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire, dans les sociétés arabes en général, enfin marocaines en particulier, on aime bien être excessif et démonstratif. Voilà, donc on est copains, juifs, machin, etc. Mais on leur met un doigt par derrière. Voilà. Donc, vous savez, c'est pas. Alors, Voilà. Monsieur Cohen, je suis obligé de réagir parce que ça me fait rire un petit Allez, peu. Et allez. vu qu'on est sur la monarchie, que pensez-vous du roi Mohamed VI qui se balade donc à Paris à faire du shopping? Voilà. Est-ce que pour un monarque, c'est classique, j'ai envie de dire, d'aller se balader avec des tenues un petit peu à la mode, comme ça, d'un jeune de 30 ans, et voilà, sur les Champs-Élysées? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Cohen? Bon, C'est d'abord, juste une question, voilà. ce monarque est connu pour, en fait, n'avoir jamais voulu devenir roi. Voilà. Ça, c'est presque, enfin, d'après ce que j'ai entendu, déjà quand il était jeune, enfin adolescent, etc., il avait envie de s'amuser et son père devait vraiment le corriger. Il paraît qu'il le corrigeait même physiquement. Hein. Et donc, ça ne l'intéressait pas. Voilà. Il avait envie de profiter de la vie. Voilà. Et donc, il est devenu roi par obligation, par nécessité. Et donc, c'est quelqu'un qui. Bon, le système, il marche sans lui. Il a mis ses hommes, etc. Bon. Et d'ailleurs, lui, il va souvent en France. On ne sait pas d'ailleurs. Souvent, il passe un mois ou deux dans son. Il paraît qu'il a un château, enfin, il a un château dans le nord de la France. Il a un hôtel particulier. Enfin, bon, c'est pas ça qui manque. Et parfois, on apprend comme ça, incidemment, que tiens, ça fait, il est depuis un mois à Paris ou chez lui, etc. Et bon, c'est un roi un peu. Voilà la différence avec Hassan II. Hassan II était un homme épris de pouvoir. C'est-à-dire, il avait le pouvoir dans le sang, et il gouvernait, il était attentif, un peu trop, mais voilà, il était là, il tenait le pays. Et celui-là, bon, il n'a pas envie, et donc apparemment le pays tient enfin,
voilà, bah, après tout, il n'a pas besoin d'être là, enfin bon, apparemment. Hein. Et donc, voilà ce que je peux dire. Bon, c'est que c'est une question, à mon avis, de caractère. C'est quelqu'un qui est, comment dire, un peu léger pour être roi. Pour être roi, ça fait un vrai roi, ça veut dire un vrai chef d'État, pas un vrai chef d'État. Voilà. À la différence de son père, qui était un vrai chef d'État, on voyait bien qu'il dirigeait le pays, qu'il était au courant de tout ce qui se passait, etc. Celui-là, il laisse faire. Et bah voilà. Et donc, c'est pas. En même temps, c'est quand même. Comment dire, il y a quand même, c'est un peu comme à l'image de Macron, c'est-à-dire c'est un peu indigne d'un roi d'un pays qui se permet de telles incartades alors que son peuple quand même, là, les problèmes au Maroc, c'est pas, ben voilà, il y a des problèmes d'éducation, de santé, et il y a des régions entières qui sont à l'abandon, enfin. On a vu par exemple quand il y a eu un tremblement de terre il y a quelque temps. Enfin, c'est vraiment et de voir comme ça se balader comme un gamin, enfin un adolescent attardé. Bon, c'est pas très digne de voilà. Bon, on va prendre une dernière question, Wally. Je commence un petit peu à fatiguer. Pas de souci, je vais donner la parole à Averroès. Bonsoir, Averroès. Averroès, ton micro. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si vous m'entendez? Oui, oui. Malheureusement, je suis dans une gare. Ce que j'ai envie de dire à M. Cohen, avec tout le respect que je vous dois, vous connaissez mal le Maroc, vous connaissez mal la monarchie marocaine, vous connaissez mal les Marocains. Tout ce que j'ai envie de vous dire, dénigrer à ce point-là le Maroc, vu l'avancement du Maroc depuis 25 ans de royauté de Sa Majesté Mohamed VI, je crois que vous connaissez mal le Maroc. J'en viens, moi, du Maroc. Je viens d'Agadir. Allez faire un tour, M. Cohen, à Agadir, à Marrakech, à Rabat. Et je crois que vos yeux, je crois qu'ils vont rentrer dans leur orbite. Et j'en suis sûr et certain. Et j'en suis sûr. Non, je suis désolé. Vous avez. Non, mais dénigrer. On a compris Averroès, on a compris votre intervention. Le Maroc est en fait un royaume enchanté. C'est très bien. Attendez, s'il vous plaît, du calme. Non. Du calme. Monsieur Averroès, je vous reprends. Si vous avez une question à Monsieur Cohen, je vous laisse la poser. Sinon, on va conclure. Merci. Oui, je vais conclure. Tout ce que j'ai envie de dire à M. Cohen, rentrez au Maroc et visitez le Maroc, à quel point il a avancé. Voilà. Et donnez-nous par vos vidéos, si vous me le permettez, par vos vidéos, la pauvreté, elle existe partout, M. Cohen. La pauvreté, elle existe partout. Allez voir Place Clichy, allez voir les gens, ils dorment sur les bouches des égouts, des bouches des... Très bien, merci Monsieur Averroès. On aura compris votre message. Donc, c'était un Aïecha qui est venu défendre donc la monarchie. Il en existe, et heureusement d'ailleurs. Je suis désolé, c'est vrai que je ne connais pas bien le pays. Voilà. Non, mais attendez, Monsieur Cohen, il ne s'agit pas de connaître ou pas bien de connaître. La question était sur le roi et le fait qu'il se balade à Paris avec des tenues à la mode d'un enfant, d'un adulte, un jeune adulte. Voilà. C'était ça la question, Monsieur Cohen. Donc après, non, mais attendez, Monsieur Cohen, juste pour rectifier, que le pays se développe et que ce soit la Suisse de l'Afrique, le Maroc, grand bien face au Maroc et au peuple marocain. J'ai envie de dire, il faut que ça profite tout ça au peuple marocain et non aux industriels français ou européens qui auront investi dans le Sahara occidental. Voilà. Voilà, M. Cohen, c'était le mot de la fin, donc merci encore. Oh, c'est moi. Bonsoir à tous. La semaine prochaine. Ok, bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Cohen. Au revoir.
Les amis, je vais conclure. Je vous laisse 2 minutes muter, le temps de fermer. Je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine, bien sûr. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver celles et ceux qui n'ont pas vu l'émission depuis le début sur la chaîne Altitude, sur YouTube. Vous pouvez la retrouver en intégralité. Je vous laisserai vous abonner par la même occasion. Ça fait pas de mal. Et puis, comme d'habitude aussi, vous avez la possibilité d'aider notre sœur Nabila Kilani qui fait un travail humanitaire pour la Palestine et pour les Gazaouis, en lien avec des associations en France et en Belgique. Donc, il y a un lien en bio de la vidéo sur YouTube. Donc, si vous voulez participer, vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Sinon, partagez-le. Cette cagnotte se terminera à la fin de l'année, au 31 décembre. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve donc la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Salam alaikum. Merci Altitude, à la semaine prochaine. Salam alaikum.